Élisabeth ressemblait à Paul. Elle avait les mêmes yeux bleus ombrés de cils noirs et les mêmes joues pâles.
2 ans de plus, accusait certaines lignes, mais la figure de la sœur, cessant d'être une ébauche, elle rendait celle du frère un peu molle. Elle s'organisait, elle se hâtait en désordre vers la beauté. Élisabeth et Paul aimaient beaucoup Gérard, qui savait leur tempête d'amour, le choc de leurs caprices, les foudres qu'échangeaient leurs regards et leurs langues méchantes. Paul gisait par terre. Un flot de sang échappé de la bouche barbouillait son menton et son cou imbibait la neige. Un coup l'avait frappé en pleine poitrine. Un coup sombre, un coup de poing de marbre, un coup de poing de statue. Il devinait d'Argelos sur une espèce d'estrade, le bras retombé, stupide, dans un éclairage surnaturel. Les privilèges de la beauté sont immenses, elle agit même sur ceux qui ne la constatent pas. Paul aimait d'Argelos, et cet amour le ravageait d'autant plus qu'il précédait la connaissance de l'amour. C'était un mal vague, intense, et contre lequel il n'existe aucun remède. Et si Paul tenait son regard fixé sur le feu d'un d'Argelos, Gérard, fort et juste, le surveillerait, le protégerait, l'épirait, empêcherait qu'il ne s'y brûlât. Paul meurt, Paul va mourir, Gérard n'y croyait pas. Cette fausse mort de Paul lui semblait la suite naturelle d'un songe, un voyage sur la neige, enfermé dans le givre, et qui durerait toujours. Paul, qu'est-ce que tu as? Parle-nous, racontez. On n'a rien à raconter, monsieur. On jouait aux poules de neige. Je lui en ai jeté une, elle devait être très dure. Il l'a reçue en pleine poitrine. Il a fait « Oh !» Il est tombé comme ça. J'ai d'abord cru qu'il saignait du nez à cause d'une autre boule de neige. Monsieur, il avait caché une pierre dans la boule de neige. Pardonnez-moi, j'avais reçu une boule de neige dans la poitrine. Cette boule de neige cachait une pierre. Gérard est faux. Cette boule de neige était une boule de neige. Je courais, j'ai dû avoir une congestion. La voiture est là, je vais le reconduire à la maison.
des garçons. Vous n'êtes pas fou de revenir à des heures pareilles. Lisbeth, ouvrez, ouvrez vite, Paul est malade. Malade, c'est un truc pour que j'ouvre. C'est vrai ce mensonge-là. Ça, par exemple. Voilà ce qui s'est passé, on sortait de classe. Espèce d'idiot, vous ne pouvez pas parler sans crier non. Vous voulez donc que maman m'entende? Il y a un sale type qui lui a lancé une boule de neige en pleine poitrine. Une boule de neige. Enfin, ce n'était pas exactement une boule de neige. J'ai tourné de l'œil comme un imbécile, voilà tout. C'est trop fort, ces messieurs s'amusent avec des boules de neige. Pendant que je suis garde malade, pendant que je soigne ma mère infirme, il faut jouer aux boules de neige. C'est encore vous qui avez entraîné Paul, espèce d'idiot, qui soignera Paul, c'est vous ou moi. Ma petite Lisbeth, Je ne suis ni Lisbeth, ni votre petite. Je vous prie d'être convenable du reste. Gérard mon vieux, n'écoute pas cette sale tipesse, elle nous embête. Tipesse, eh bien mes fils, débrouillez-vous, soigne-toi tout seul. Peut-être faudrait-il chercher un médecin. Sachez que le médecin visite maman à 7 heures et que je lui montrerai Paul. Allons, oust, allons, partez, partirez-vous? Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va mieux la fièvre? Ça va, je vous dis, ça va. Oui, ça va. Très joli peignoir. C'est le peignoir du dimanche? Non? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Faut pas l'écouter. Fiche-moi la paix. Aimable, tu es parti, et moi, je trime. J'ai oublié de vous dire, je vous ai laissé vos propres médicaments sur la première étagère, c'est toutes les 2 heures. Hein, n'oubliez pas? Pas nécessaire. Si, c'est nécessaire, si. Ah, toi, qu'est-ce que tu as? Tu deviens folle. Tu es parti, et moi, je trime. Tu es un sale type, un type effect. Oui, toi, quelle raseuse. Tu ne peux pas laisser les autres dormir. Les autres, et je pourrais dormir moi aussi, mais moi je rêve, moi je te donne à manger, moi j'écoute ton bruit, Quel bruit, un sacré bruit. idiote. J'allais t'annoncer une grosse nouvelle, mais puisque je suis une idiote, je ne
à garder ta nouvelle. Je m'en fiche pas mal. Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Il a dit que tu ne retournerais plus en boîte. Lise. Lise. Oui. Je ne me sens pas bien. Ah non, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes près de moi, près de mon lit. Là, en voilà un idiot. On lui annonce qu'il n'ira plus en classe et pleure. Mais pense, nous allons vivre enfermés dans notre chambre. Tu as la frousse, tu aimes le travail. Non, laisse-moi dormir. C'est pour ça que tu m'as obligé à descendre. Non. Alors quoi? Est-ce que le docteur pense que je suis perdu? Oh, tu es trop bête. Lise, je suis perdu. Laisse-moi tranquille et meurs. Je ne vivrai libre qu'après ta mort. Tantôt. Lise, tu plaisantes ou tu dis la vérité? Je ne dis jamais la vérité. Veux-tu, on va jouer au jeu. Mouche-toi, regarde. Je t'hypnotise. Dialecte fraternel, l'expression être parti signifiait l'état provoqué par le jeu. On disait je pars, attention, je vais partir, attention, ça y est, cette fois je suis parti. C'est ainsi que Paul désignait la demi-conscience où il plongeait. Il y était passé maître, il dominait l'espace et le temps. Il amorçait des rêves, les combinait avec la réalité, créant un monde où Dargelos l'admirait et obéissait à ses ordres. Tu te souviens? Oh! Il a traversé le péristyle sans tendre la main à personne. Tu connais son adresse? Non, mon vieux, un type pareil ne donne jamais son adresse. Voilà donc tout ce qui nous reste de lui. Amène la photo. On le met. On met quoi? Où? Dans le trésor. Qu'est-ce qu'on met dans le trésor? On te consulte, c'est la photo du type qui m'a lancé la boule de neige. Montre. Il a l'air d'un tigre. Il a une sale tête. Chacun son goût au trésor. On pourrait me consulter. On te consulte. Vas-y, parle. Il m'a lancé la boule de neige. On l'a chassé de la boîte. Ça ne l'empêche pas d'avoir une sale tête. Girafe, ne fatiguez pas Paul. Je retourne chez maman.
Tu vas finir par user tes semelles. À marcher comme ça toutes les nuits. Oh, maman ne serait pas d'accord, hein. Je vais te parler de... Tu sais, le type, là, Damien... Non, Denis, c'était comment encore? Bref, le type, là, les cheveux noirs, grands, là... T'aurais pas son adresse? On aurait pu l'inviter. N'ouvrez pas la bouche, Gérard, vous diriez des bêtises. J'ai une nouvelle extraordinaire à vous apprendre, tenez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les somnambules! Oh, Évidemment, vous allez le crier sur les toits. il a marché sur les toits. Soyez-vous sourds que cela vous manque. Serait-ce notre grotesque ami? Eh bien, entrez, on ne vous mangera pas. Écoutez, Gérard, il veut un lustre. Tais-toi. Gérard, il veut un sexe en plâtre devant la cheminée. Il veut peindre lustre Louis XIV au Ripolla. Oh, Tu es trop nul pour comprendre. Ah, quand j'aurai ma chambre, et moi la mienne. elle sera propre ta chambre. Et moi, je refuse de rester ici. J'habiterai l'hôtel, j'ai ma valise prête. Je refuse de vivre avec ce malheureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, les enfants. Allons, fichez-nous la paix, je vous le conseille. Oui, fiche-nous la paix, on te le conseille. Mais Il n'y a pas de mais, mêlez-vous de ce qui vous regarde. mais tu rien du tout. Je vais le gifler. Mais voyons, Elisabeth. Allons, Gérard, on la lui, ne te laisse pas faire. où les ignobles, les lâches, frapper une femme. Maman, elle m'a giflé. Il m'a craché dessus. C'est pas vrai, Osez dire à maman que ce n'est pas vrai, répète-le. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as? Paul, arrive. Je crois que maman est morte.
Le théâtre de la Chambre ouvrait à 11h du soir et, sauf le dimanche, il ne donnait pas de matinée. Et chaque fois que son oncle partait en voyage, Gérard restait couché chez Paul et Elisabeth. Alors on le couvrait de vieux manteaux, on l'installait sur des piles de coussins et le génie de la chambre frappait les 3 coups. Élise n'arrêtait pas de dire de Paul, alors comme ça, monsieur trouve tout très agréable. Hein, un livre est très agréable, un film est très agréable, un fauteuil est très agréable, enfin, tenez, girafe, il me dégoûte. Vous avez vu cette tête de veau, alors arrêtez pas de dire ça. Vous vous souvenez de ça? Cette tête de veau qu'il a. Où est Elisabeth? Paul, par ici. Ça marche pas la roue, c'est quoi le problème? C'est la roue, c'est le genou le problème? C'est les deux? C'est quoi? C'est quoi? Elisabeth, vous êtes à l'heure, c'est formidable. Non, mais vous allez où comme ça? Restez avec nous. Vous allez voir. Mais ça va vous amuser, j'en suis certain. Ça va vous détendre. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui, Gérard? Origami? Origami, oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, attention. Non? Qu'est-ce que c'est? C'est une écrevisse. Une écrevisse. On va en faire des plus petites, nous, mais... Oui, je vous sers. Tenez, prenez-les. Alors, Gérard, une écrevisse. Si c'est venu, elles emportent la bouche. Arthur, elle déteste les écrevisses, elle déteste le poivre, parce que je l'aime. Elle se force, elle s'emporte la bouche exprès. Gérard, passe-moi une. Connaissez-vous une chose plus abjecte qu'un type de son âge qui s'intéresse à demander une écrevisse? Mais il lècherait la carpette, vous savez. Il marcherait à 4 pattes. Non, de lui, on n'emportait pas. Qui se lève, qui vienne. C'est trop affect à la fin. Cette grande brague qui refuse de bouger. Qui crève de gourmandise et qui ne peut pas faire un effort. Parce que j'ai honte pour lui, je lui refuse une écrevisse. Non, mais ça va pas, non? Mais enfin... Le misérable atroce. Tenez, Gérard, aidez-moi. Prenez des serviettes éponges étanchées, jetez le total dans la cheminée. Et moi qui allais justement lui donner une écrevisse. Vous en voulez une? Allez, salette, je ne suis pas méchante, tu l'auras, ton écrevisse. Allez, mange, tu en veux ou tu n'en veux pas. Mange ou je pars. Regarde, Gérard, il marche en rêve. Et regarde, c'est très curieux. Quelle gloutonnerie, faut-il qu'il soit ignoble? On en est où, Gérard, là? C'est tout mouillé. Bah, je sais que c'est mouillé, mais les écrevisses, ça vit dans l'eau, de toute façon. Ça va. Elle est bien, la tête. Mais on n'a pas terminé, vous avez même pas commencé. Elisabeth! Mais vous courez beaucoup trop vite pour moi. Restez à... Quelle horreur! Pourquoi? Quelle horreur! Pour tout, quelle horreur! Tu n'as qu'à partir. C'est bien ce que je compte faire. Et les sous? Je vais prendre du travail. J'en ai assez d'une existence de bonne. Fais ce que bon te semble. Je ne continuerai pas un jour de plus. Du travail? Quel travail? Tu comprends, Gérard? Folle et libre. Du reste, il est incapable. Il est nul. C'est un demeuré. Charmante nature. Oh, Il faut que j'en sorte toute seule. Du reste, que deviendrait-il si je ne travaillais pas? Je travaillerai, je trouverai une place s'il le faut. une place dans un massacre à la foire. Pauvre gosse, il est encore très malade, tu sais. Pense qu'une boule de neige suffit pour le renverser. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est un infirme que j'ai sur les bras. L'infecte, l'infecte. Mais Lisbeth, regarde Paul.
Il a une mine superbe, regarde ses épaules, sa taille, sa force. Rien ne sert d'être du cœur de foire quand on est faible, gourmand et feuille et maladroit. Eh bien, ma fille, sache que je te considère comme une fanfaronne, incapable de se rendre utile. Va travailler, ma fille, va travailler. Je ne vois qu'un seul travail qui te convienne. Joli travail. Tu as été trop loin. Reste. Tu te rends compte où nous en sommes, Gérard? Je te supplie de m'emmener aujourd'hui même chez la couturière que connaît ton oncle. Je serai vendeuse, je travaillerai. Oh, ça c'est très difficile. On t'offrira d'être mannequin. Du reste, tu ne t'es pas regardée, ma pauvre fille, avec ta crème. Au bout d'une heure, on t'enverrait un coup de pied dans le derrière. Mannequin, tu t'es trompé d'adresse. Tu devrais travailler comme épouvantail. Voyons! Ah, bah c'est vachement bien, Gérard. Elle est belle, hein? Elle est super, votre écrevisse. Moi, j'aime bien. Heureusement que vous êtes là, vous. Hein. Elle est un peu mouillée, hein? Mais elle est mouillée, oui, mais elle va sécher. Ouais. Mais ils sont où? Bah, ils sont partis, hein, c'est fini. Ah. Bah oui. Ah, bon, bah, Vous pouvez les rejoindre. je peux la garder? Bien sûr, vous pouvez la garder. Je peux la garder. Vous pouvez l'épingler dans votre chambre. Merci. Ça, vous pouvez la regarder tous les jours. Ah, ouais. Et Gérard, vous savez ce qu'on fait la semaine prochaine? Origami? Oui, on fait origami, mais on fait quoi? Quel animal? Diplodocus. Non, on l'a déjà fait la semaine dernière, Ah. vous avez oublié? L'ornithorynque. Non, l'ornithorynque, c'est trop complexe. Non, non, on va faire un pingouin. Ah! Ouais. Pingouin. Super, hein? Ouais. Pingouin. On va bien se marrer avec le pingouin. Je sais pas ce que... Faire un mille pattes. Je vais faire... je sais pas, une boule la prochaine fois. Non, non, non. Une feuille plate, on va faire, voilà. On va partir de la feuille plate, on va arriver sur la feuille plate, c'est de l'origami sans pliage. Ça va être vachement bien. Franchement, je vais faire une reconversion, moi ça va être vite réglé aussi. Ça. Non mais c'est pas possible. Je viens de recevoir un mail de Pôle emploi qui me propose une formation pour devenir assistant funéraire à Nanterre. Je pense que je vais le faire. Les pensionnaires doivent être un peu moins communicatifs, quoi, mais bon, je suis sûr que c'est mieux payé en plus. Parce que là, c'est quand même marrant. On vous met la vie des gens entre les mains, votre père, votre mère, votre machin, et il faut bosser dans des conditions pas possibles, avec un salaire... bon, voilà. Non, non, il faut être motivé. Hein. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va faire des reproductions de peintures célèbres à main levée. Ça va être bien, ça va bien marcher. Gérard, la Joconde, 15 secondes. Paf. J'adore l'art brut. Ça va bien marcher. Emmanuel. Nicolas. Oh, c'est pas possible. Flore. Alors... Gérard présenta Lise à une couturière qu'il connaissait dans une très grande maison de mode. Et là, un mannequin, Agathe, une autre orpheline d'ailleurs, fut chargé de l'instruire. Ne m'appelez pas mademoiselle, appelez-moi Elisabeth. Je m'appelle Agathe. Oh, commencez-moi, je ne m'y habituais pas. Courage. Allez, ma jolie, déshabille-toi et montre-nous tes talents. Il faudra que vous m'appreniez tout. Je vous apprendrai le métier. Elle s'y mettra très vite. Vous êtes la cliente et je vous passe une robe. Asseyez-vous, souriez. Non, ne souriez pas. Les clientes ne sourient jamais. Voilà, vous venez de loin, droit sur la cliente, les mains sur les hanches.
des pouces en avant, les yeux dans les yeux, comme si vous lui cherchiez les grâces. Vous faites halte, vous lui tournez le dos, lentement, vous vous remettez de face, vous inspectez la cliente, des pieds à la tête, mais sans avoir l'air de la voir, voilà, et avec un air de souverain mépris, vous la quittez. Essayez, je suis la cliente. Très bien, parfait. On dirait que vous avez passé des robes toute votre vie, que vous êtes gentille. Je mourrais de peur. Ça, c'est le trésor. Fais voir. Chose spéciale. Comment avez-vous ma photo? Ce n'est pas ta photo. C'est vrai, le costume n'est pas pareil, mais c'est extraordinaire. Je vous l'apporterai, c'est exactement la même. C'est moi, oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est le garçon qui a frappé Paul avec une boule de neige. Il te ressemble, c'est exact. Paul, n'est-ce pas qu'Agathe lui ressemble? Non, ma fille, c'est la photo qui lui ressemble. Vous ne lui ressemblez pas. Remets la photo dans le trésor. Enfin, Gérard, dites si oui ou non, elle lui ressemble. Gérard n'a rien à voir dans cette affaire. Le mécanisme qui conduisit Gérard de Paul à Élisabeth conduisit Agathe d'Élisabeth à Paul. C'était un exemplaire un peu moins accessible. Paul se sentit remué en présence d'Agathe et fort peu apte à l'analyse, il catalogua l'orpheline parmi les choses Agréable. agréables, très agréables. Et brusquement, Élisabeth s'aperçut que tous les boxeurs, tous les détectives, toutes les vedettes américaines épinglées par Paul sur les murs de la chambre ressemblaient à l'orpheline et à Darchelos. Le fier Darchelos qui blessait les cœurs d'un amour insoluble se métamorphosait en une jeune fille timide que Paul pourrait dominer. Je trouve que tu as été bien vite en besogne. Pourquoi? Parce que j'ai installé Agathe dans la chambre de maman. Elle n'est pas faite pour les eaux d'elle borgne. La présence d'Agathe chez nous me déplaît.
On peut entrer, je ne vous dérange pas. Si Entrez, je disais du mal de vous, tu vois, Élisabeth, je vous gêne, j'en étais sûre. Tu ne me gênes en rien, il vaut mieux que je m'en aille. allez rester, c'est du pareil au même. Je te connais, tu es trop faible pour me tenir tête. Tu profites de la faiblesse d'Agathe pour jouer les hommes forts. Laisse, laisse! Je ne laisserai pas Agathe devenir ta victime. Et si elle aime être victime, Il admet le monstre a trouvé sa victime. est-ce que vous allez me laisser dormir? Allez, va te coucher et ne pleure pas dans ta chambre. C'est notre style, il faut s'y faire. Allez, couche-toi et dors. Paul, Quoi encore? qu'est-ce que tu as contre Agathe? Elle m'empêche de vivre, de respirer, de jouer le jeu. Nous ne jouons plus jamais au jeu. C'est bien de ta faute. J'ai dû apprendre à travailler, à remuer, à sortir. Justement, Paul, mon chéri, tiens, je vais m'étendre et nous allons jouer au jeu. je me suis trop habitué à jouer seul. Écoute, Non, c'est écoute. Il y a un grand temple qui est le temple à destruction. 50 grands prêtres le dirigent. 4 pénètrent dans le sein des saints. 1000 et 1000 esclaves y travaillent et aucun d'eux n'a le droit de dire ce qu'il a vu. zut, et zut, et zut. Je ne comprends rien, ni à ton temple, ni à ce qui nous arrive. Je veux dormir, je veux dormir.
Depuis plusieurs jours, la chambre tanguait. Élisabeth torturait Paul par un système de cache et d'allusions incompréhensibles à quelque chose d'agréable, elle insistait, où il n'aurait aucune part. Elle traitait Agathe en confidente, Gérard en complice, et elle clignait de l'œil à chaque fois que les allusions risquaient de s'éclaircir. Le succès de ce système dépassa ses espérances. Paul se retournait sur le grill, brûlé de curiosité. Il guetta le trio à ce qu'Élisabeth surnommait la sortie des artistes et découvrit qu'un jeune homme sportif attendait avec Gérard devant le magasin de mode et enlevait la bande en voiture. La scène de la nuit fut un paroxysme. Paul traita sa sœur Élisabeth de grue infecte et Gérard d'entremetteur. Il quitterait l'appartement. Les mannequins étaient des grues de bas étage. Sa sœur était une chienne en chasse qui avait entraîné Agathe. Et Gérard... Gérard serait responsable de tout. Je tiens à m'expliquer, le jeune homme que tu as vu connaît mon oncle. Il s'appelle Michael, c'est un juif américain. Il possède une fortune immense, nous voulions te le faire connaître. Je refuse de connaître ce juif infâme et j'irai le gifler demain à l'heure du rendez-vous. C'est du propre, Gérard et toi, vous entraînez cette petite, vous la poussez dans les bras de ce juif. Vous voulez peut-être la vendre? Je ne vous savais pas antisémite, cher ami, et je vous préviens amicalement, vous faites fausse route. Michael vient pour moi, il veut m'épouser, il me plaît beaucoup. T'épouser, toi, mais tu es folle, mais tu ne t'es pas regardée dans la glace. Mais regarde, tu es immariable, laide, idiote, tu es la reine des idiotes. Il s'est payé ta tête, il s'est moqué de toi. Tu restes quand tu ranges ton menton est beaucoup mieux. Mais rage, ça te va très bien. Élisabeth est libre, elle peut se marier, épouser n'importe qui. Mais je m'en moque plus que toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Alors Paul, faites la connaissance de Michael, il vous plaira beaucoup. J'en doute fort, mais j'aimerais connaître un type qui te trouve potable. J'aimerais réconforter ce malheureux.
voyez, ici c'est encore une pièce où personne n'habite. Ce sera ma chambre, je la meublerai en Louis XIV. Ce sera du propre. J'abandonne à Michael le salon, les salles de musique, de gymnastique, la piscine et des galeries très curieuses qui ne servent à rien et qui ne donnent nulle part. Mais dis donc, Paul, pourquoi n'habiteriez-vous pas ici avec nous? Aucune envie, j'ai besoin de solitude. Ne traînez pas, il vous reste à visiter 18 chambres et ma galerie dont tout le monde se moque. Où irez-vous en voyage de noces? Ce soir des noces, c'est-à-dire demain, il me quitte. Ah bon, ça roule, voilà comment je comprends le mariage. Et tu rentres? Nous sommes le 8 et revient le 12. Il ne pouvait le remettre, mais a voulu que la cérémonie se fasse avant. Maintenant, admirez. Michael a voulu jouer à l'architecte. C'est une faute de calcul. Et j'aime les fautes de calcul de Michael. On pourrait y faire du camping et planter des tentes. Campez, campez, ne vous gênez pas. Y a-t-il un fantôme? Je n'en ai jamais vu. Tu peux être tranquille, avec nous il y en aura. Après une cérémonie rapide où témoignèrent les hommes qui géraient la fortune incalculable du marié, Michael prenait sa voiture de course. La vie commune commencerait au retour, mais le génie de la chambre veillait. Alors, il est possible que cette maison n'existe plus, peut-être que cette maison n'existe plus, peut-être même que les moyens de communication n'existent plus, je ne sais pas, mais enfin j'espère tout de même me trouver devant vous ce soir à l'état de fantôme, bien que je ne crois pas à la mort. Je ne crois pas à la mort parce que la mort est une des formes de la vie. Et j'estime que saint Augustin n'était pas stupide lorsqu'il disait qu'un homme devait être tout à fait un demeuré s'il croyait aux antipodes. Eh bien, il est évident que nous vivons dans des normes conventionnelles comme le calendrier ou la montre, et il est probable que nous nous trompons. Et peut-être que vous vous trompez encore. Il est possible que ce qu'on appelle le progrès soit en fait le développement d'une erreur. Jadis, c'était la guerre de 14, je visitais les usines de Gabriel Voisin. Gabriel Voisin était un grand constructeur d'avions. Je regarde ces avions et je lui dis « Dites donc, Voisin, comment se fait-il que vos avions les plus neufs me semblent démodés ?» Alors il m'a répondu « Écoutez, monsieur Cocteau, c'est très simple. Nous avons commis une erreur. Nous sommes partis de l'aile. Nous n'avons pas trouvé une chose correspondant à un roue. C'est un peu comme si on avait fait les premières voitures avec des pattes mécaniques. » Et bien là, j'ai tout de suite compris qu'on était là sur un faux rail.
Et il est possible qu'à l'heure actuelle, ce faux rail ait sauté, soit brisé, ait disparu, et que vous ayez trouvé complètement autre chose que je ne connais pas, mais que je prévois, c'est-à-dire l'antigravitation. Saint Augustin n'avait pas tort, effectivement, puisque Tokyo n'est pas à l'envers de nous, nous ne sommes pas à l'envers de Tokyo, il n'y a ni endroit ni envers. Et lorsque Durkheim estime qu'on ne devrait pas s'envoler, mais tomber, il avait raison, étant donné que vous avez peut-être découvert, comme les Incas jadis, un or ou un métal inconnu qui est à la fois qui paraît très léger, mais qui est en somme très lourd et qui échappe à la gravitation. Et qu'au lieu de s'envoler, vous êtes en train, les jeunes gens auxquels je suis en train de m'adresser, au lieu de s'envoler, tombent. C'est-à-dire que l'antigravitation consiste à tomber au lieu de s'envoler. Et voilà le problème. À l'heure actuelle, nous nous arrachons encore du sol avec des appareils très compliqués. Tout ça coûte vraiment très très cher. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais enfin, j'ai l'impression que votre jeunesse n'est plus tout à fait comme la nôtre, assise entre deux chaises. Notre jeunesse est assise entre deux chaises car elle n'a pas connu la grande époque, qu'on appelait l'époque héroïque de Montparnasse. Elle n'a pas connu ma civilisation, la civilisation que j'ai connue, et nous sommes encore, il faut bien le dire, des apprentis robots. Alors, j'espère du reste que vous n'êtes pas devenus des robots et qu'au contraire, vous serez très humanisés, c'est ça mon espoir. Mais enfin, je ne sais pas du tout qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous faites, je ne sais pas la danse que vous dansez. À l'heure actuelle, la danse qu'on danse s'appelle le twist. Bon, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et vous avez certainement une danse nouvelle. Mais actuellement, je vous le disais, notre jeunesse est entre deux chaises. C'est-à-dire, elle a perdu cette humanité qui était la nôtre et elle n'est pas encore robotique. C'est pourquoi on accuse toujours les jeunes d'être très inquiets, d'être très tristes. C'est tout à fait normal. Picasso me disait « on met très longtemps à devenir jeune ». Et il avait raison, en ce sens qu'un jeune ne connaît pas encore la route. Il se demande où il va aller, s'il va aller à droite ou à gauche, s'il va aller à cour ou à jardin. Il est inquiet, il est perdu, il est donc vieux. Et puis, peu à peu, on prend sa route, on ne fait plus d'autostop. Je ne sais pas si ce mot a encore un sens chez vous. Chez nous, voilà ce que c'est. On se met sur le bord de la route, on fait un signe et on s'embarque dans une voiture qui n'est pas la sienne et dans une vitesse qui n'est pas la sienne. Les jeunes gens disent « je vais très vite ». Non, n'importe quoi, ils ne vont pas vite du tout, car ils sont dans une voiture qui n'est pas la leur. Il est possible qu'aujourd'hui, tout ça a disparu. Peut-être que les voitures n'existent plus, j'en sais rien. Mais enfin, j'ai grand espoir en cette dégravitation. On vient de découvrir chez les Incas une porte qui s'appelle la porte du soleil. Et sur cette porte du soleil, on peut lire qu'elle est offerte aux Vénusiens qui nous ont apporté le secret de la dégravitation. Eh oui, alors ce secret est perdu et nous nous arrachons encore péniblement du sol. Nous faisons le tour de la Terre à une très très grande vitesse, bon d'accord, mais un peu comme une mouche qui fait le tour d'une orange sans aller beaucoup plus loin que l'écorce, que la peau. Je sais bien que tout ça doit vous sembler très étrange. Nous sommes à une époque, je vous le répète, de recherche, de tâtonnement. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes... Alors, je ne dirais pas assis, parce que la jeunesse ne doit jamais être assise. Mais enfin, peut-être que vous êtes solide sur vos jambes, alors qu'actuellement, on ne peut pas reprocher à la jeunesse de s'amuser, car elle ne sait pas, au fond, ce qui a eu lieu, et elle ne sait pas dans quoi, vers quoi elle s'engage. J'ai lu dans un journal hier qu'il y a 2 siècles, on avait commencé à à jeter sur le papier les bases d'un cerveau électronique. Bon, et là aussi, on tombe dans quelque chose de très grave qui est
La religion mal comprise. Beaucoup d'inventions extraordinaires ont été faites il y a des siècles et des siècles, et elles ont été stoppées par la religion. Par exemple, au Portugal, où le premier avion tel que nous le concevons encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'aile diminue, et bien là aussi, on est dans quelque chose de faux. Le premier avion à voler devant le roi et la reine, et comme il ne fallait pas monter au ciel et ne pas y rencontrer le bon Dieu et les anges, eh bien la religion a stoppé cette découverte, dont le cardinal Tisserand m'a dit qu'il existait des plans. Les plans existent, ils sont à Rome, ils sont au Vatican. On les a, on les possède encore. Beaucoup de choses extraordinaires ont été faites il y a des siècles et des siècles, on en a perdu le secret. Par exemple, il paraît que si on construisait l'Arche d'Alliance, telle qu'elle est décrite dans la Bible, c'est-à-dire avec le bois d'acacia et les ors négatifs, les séraphins de gauche et de droite qui étaient faits d'or négatifs, eh bien on obtiendrait une extraordinaire pile électrique. Et oui, c'est pourquoi, lorsque l'Arche d'Alliance est montée jusqu'à la maison d'Aminadab, un bouvier qui l'avait touché a été foudroyé. C'était une pile. Tout ça est oublié, perdu. Et voilà, je vous parlais de cette jeunesse qui est entre deux chaises, mais tout le monde est entre deux chaises. Moi, ce que j'aimerais qu'on emporte de moi, c'est l'image de cet autre, de ces autres, de ces nombreux autres que j'ai été, et de cet autre mystérieux. Je ne voudrais pas qu'on se souvienne de moi, du moi qui vous parle, mais du moi qui est dans les ténèbres, dans mes ténèbres, et qui s'est exprimé avec avec un très grand manque de contrôle, car le contrôle est très dangereux, je vous le répète. Et les fautes, ce sont les fautes qui sont la véritable expression de l'individu. Il y a une très grande surprise dans l'art. C'est pourquoi je vous parle toujours de l'art au lieu de vous parler de la science, parce que la science est en quelque sorte une suite d'erreurs qui se contredisent. Non, en vérité, mon œuvre me ressemble davantage que l'image que vous voyez dans ce moment-ci devant vous. Et si mon œuvre est valable, je voudrais qu'on écrive sur ma tombe « Sur la route entre Cannes et Nice, Michael se tua. Sa voiture était basse, une longue écharpe qui lui enveloppait le cou et flottait s'enroula autour du moyeu. Elle l'étrangla, le décapita furieusement pendant que la voiture dérapait, se broyait, se cabrait contre un arbre et devenait une ruine de silence, avec une seule roue qui tournait de moins en moins vite comme une roue de loterie. Un grand mystère devenait limpide. Ce n'était ni pour sa fortune, ni pour son élégance qu'Élisabeth l'avait épousé, ni pour son charme. Elle l'avait épousé pour sa mort. Bien que ses désirs fussent informes, Paul découvrit que la solitude convoitée ne lui procurait aucun bénéfice et lui creusait par contre un vide affreux. Il profita du marasme pour accepter d'aller vivre chez sa sœur. Élisabeth lui donna la chambre de Michael, séparée de la sienne par une vaste salle de bain. À peine Paul fut-il installé que le dortoir se reforma. Agathe avait peur en haut, toute seule. Paul dormait mal en bas dans un lit à colonnes. Bref,
Agathe couchait dans le lit d'Élisabeth et Paul traînait sa literie, construisait sa guérite sur le divan. À peine engagé entre les décors vagues du studio désert, Paul devint un chat prudent auquel rien n'échappe. Il s'arrêtait, il contournait, il reniflait les meubles, il souffrait d'orgueil. Agathe le dominait et au lieu de comprendre qu'il l'aimait et qu'elle le dominait par sa douceur, qu'il importait de se laisser vaincre, il luttait contre ce qu'il croyait son démon, une fatalité diabolique. La galerie contenait les paravents d'un jardin d'hiver qui n'avait jamais vu le jour, et ils étaient comme le reste, incommodés, absurdes, inconfortables. Paul les triant les déplia et s'en fit des remparts, une sorte de ville chinoise. Un vieux tapis termina son chef-d'œuvre. Il s'enroula dans ses couvertures et il se coucha. Au fond, c'est la seule chambre possible. Elle est agréable. C'est affreux d'être riche. C'est bien ce que je pense. Est-ce que j'ai l'air d'être riche? Toi, oh non, tu auras toujours l'air d'être sans le sou. Tant mieux, j'avais peur d'avoir l'air riche. Eh bien, entre. Tu permets? En voilà une phrase de femme riche. Paul, je me sens perdu. Perdu, Oui, perdu, seul. Je crois que je n'aurai jamais le courage d'arranger ma chambre. tu n'es pas seul. Tu as Agathe, Gérard, il campe chez toi. Mais non, Agathe couche dans sa chambre, Gérard dans la sienne. Ils sortent beaucoup ensemble. Ils sortent beaucoup ensemble. Je leur prête la voiture et le chauffeur. Je me demande ce qu'ils peuvent se dire. Mais Paul, on les est timides, on est ahurissants. Agathe s'imagine qu'elle t'agace. Je crois que sans nous, ils se sentent très libres et qu'ils parlent De quoi, grand Dieu? de nous. Et parce que ces Olybrius parlent de nous et sortent ensemble, tu te sens perdu. Oui, Paul perdu, je rêvais d'avoir ma chambre, j'y crève, de recommencer à vivre, toi et moi, dans une seule chambre, serait un enfer, je n'y songe même pas. Heureusement, Je n'y songe même pas, et dans ma chambre je crève. Tu as eu raison d'amener tout ici. enfin, ça va. Ici, on va pouvoir partir. Partir où? Partir, jouer le jeu. Oh, le jeu. À mon âge, on ne joue plus. Je le regrette. Adieu. Où vas-tu? Nulle
Agathe. Je t'envoie ce pneumatique parce que je n'ose pas porter cette lettre dans ta chambre. Ne te fâche pas, je t'aime, j'étais un idiot. Je croyais que tu me voulais du mal. J'ai découvert que je t'aime et que si tu ne m'aimes pas, j'en mourrai. Je te demande à genoux de me répondre. Je souffre. Je ne bougerai pas de la galerie. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. C'est la faute de Gérard. Il t'a fait de la peine. Mais non, laisse-moi. Je ne partirai pas sans t'avoir consolé. C'est impossible. Diable, tu es amoureuse. Je veux qu'on me laisse seule. Raconte, raconte. Je l'aime, je l'adore. Il me méprise. Oh, je voudrais bien savoir de quel droit il te méprise. Mais si tu l'aimes, il faut qu'il t'épouse. Il faut l'épouser. Lise, tu es si bonne, mais il ne m'aime pas. Tu en es sûre? C'est impossible. Tu sais, Gérard est un garçon timide. Mais il ne s'agit pas de Gérard. Je parle de Paul. Ah, c'est confondant. En voilà une surprise. C'est si drôle. Raconte vite. J'ai adoré Paul dès la première minute. Je n'osais pas me l'avouer, mais depuis qu'il m'évite, ce n'est plus supportable. Mais c'est très simple, je vais le consulter. Non, non, Lise, ne lui dis rien. Aie confiance. Dors et ne bouge pas de ta chambre. Je viens voir comment tu vas. Agathe est malade. Malade? Ou pas malade, se fâte, elle se repose. Je sors de chez elle. Elle ne t'a rien dit. À propos de quoi? À propos d'un pneumatique. Quelle pneumatique? Je ne t'en aurais jamais parlé, mais je n'en peux plus, c'est un pneumatique de moi. Tu écris des pneumatiques à des personnes qui habitent la maison. Je sais que c'est ridicule, mais j'ai pensé qu'un pneumatique tomberait à l'improviste qui aiderait le sort. Qu'est-ce que tu lui racontes? Je lui avoue que je l'aime. Tu l'aimes? Oui, Lise, je suis fou d'elle. Je ne voulais pas l'admettre. Lise, je suis fou d'Agathe, fou. Par exemple? Elle ne t'a rien dit, tu ne t'es aperçu de rien. Agathe ne m'a pas parlé de son pneumatique, mais un pneumatique ne s'envole pas. Il faut que ce pneumatique se retrouve. Mais Lise, elle n'avait pas l'air drôle, l'air fâché, l'air bouleversé. Non, non, elle était très calme. Elle dort. Je remonte, je reviens dans un instant. Dès lors, Elisabeth ne devait plus s'interrompre. Son cœur battait à coups de hache. Elle ne pensait aucune pensée conforme à sa démarche. Le génie de la chambre se substituait à elle. Paul, embrouillé par sa peine, au lieu du nom d'Agathe, avait écrit son propre nom sur l'enveloppe jaune et tordue imitant une feuille morte mise sur un plateau. C'était son écriture, une grosse écriture de mauvais élève. Paul écrivait à Paul. Elisabeth déchira le pneumatique et en fit disparaître les traces. Alors
j'arrive de chez Agathe. Elle dort et l'enveloppe du pneumatique traîne sur la commode. Elle ne t'en avait pas soufflé un mot. Voyons, mon chéri, ne pleure pas. Tu es un homme, je ne voulais pas te le dire tout à l'heure. Me dire quoi? Me dire qu'Agathe m'avait parlé, mais pas de toi, et elle en aime un autre. Mais qui? Tiens-toi bien, Gérard. Gérard? Sois raisonnable, mon chéri. Ils ont fait l'un pour l'autre. L'oncle de Gérard est vieux. Gérard sera riche, libre. Il fondera une famille bourgeoise. Il serait atroce, criminel de se mettre au travers. Tu ne peux pas. C'est un mariage grotesque. Exact, mais rien n'échange. Tu leur montreras bonne figure. Il vaudrait mieux que je quitte la maison. Ce serait absurde, reste et fais comme si rien ne s'était passé d'anormal entre vous. Ils partiront en voyage de noces et tout sera dit. Allez. Eh bien, J'ai à te parler. Qu'est-ce que tu comptes faire vis-à-vis d'Agathe? faire pourquoi? Comment, pourquoi? Je voudrais savoir si tu ne sais pas qu'Agathe t'aime. Espère tellement, il ne s'explique pas ton silence. Agathe! Agathe! Bien oui, Agathe, tu es trop aveugle à la fin. Agathe t'aime et s'imagine que tu m'aimes. Ce qui est énorme et comique et dégoûtant étant donné ma fortune. Mais Lise! Je te somme de ne plus me regarder d'un œil languide, d'épouser Agathe et de ne pas dévoiler le rôle que je joue. C'est toi qui m'efforce. C'est inouï! Alors voilà, du bon travail. Allez, couche-toi. Je vais chez Agathe lui annoncer la nouvelle. Tu l'aimes et la folie des grandeurs te grisait. Réveille-toi et félicite-toi et embrasse-moi et avoue que tu es l'homme le plus heureux du monde. Puisque tu me le demandes! Allez, je monte. Elisabeth, non, tu m'écouteras. Paul est incapable d'amour. Il ne t'aime pas parce qu'il n'aime personne. J'en mourrai. Mais non. Par ailleurs, Gérard est une âme honnête et prise, capable d'assurer un avenir. Et tu l'aimes sans t'en rendre compte. Je ne sais rien. Il ne se doute pas de tes aveux. Il est enchanté de savoir que tu aimes Gérard et que Gérard t'aime. Tu n'auras qu'à lui annoncer gaiement ton mariage avec Gérard pour qu'il ne se doute jamais de quoi que ce soit. Merci, Lise, merci. Tu es bonne. Ne me remercie pas. Maintenant, dors. Il fallait poursuivre sa tâche, Elisabeth. L'instinct savait en elle que les meurtriers frappent coup sur coup et ne peuvent pas reprendre haleine. Araignée nocturne, elle continuait sa course, tirant son fil, étoilant son piège de tous les côtés de la nuit. Lourde, légère, infatigable. Elle se sentait calme, inhumaine et déchargée d'un fardeau.
Qu'est-ce que t'a dit le docteur? Tu as une sale tête. Agathe et Gérard sont revenus. Ils viennent déjeuner. Je me lèverai, je veux voir ce spectacle-là. Gérard de bord. Pauvre Gérard, c'est moi qui ne suis pas toujours très facile. Devine qui j'ai rencontré à Marseille. Je ne devinerai pas. Argelos, non. Si mon vieux, un peu plus pâle, comme toi, on jurerait un frère d'Agathe. Il est très très aimable. Il m'a demandé si je fréquentais toujours Boule de Neige. C'est toi. Et alors? Je lui ai répondu que je te voyais. Il m'a demandé est-ce qu'il aime toujours le poison. Le poison, pourquoi faire? Pour rien, pour l'avoir. On le regarde, c'est du poison, c'est merveilleux. Quelle horreur! Argelos m'a sorti du poison de l'Inde, de la Chine. Tiens, cadeau de d'Argelos. Montre. N'y touche pas. Gérard, cette poule en peste, ne la lui donne pour rien au monde. Il est trop inconscient. Inconscient, Paul, vous allez voir. Moche, moche. Mais laisse-moi. Voyez quel inconscient, quel héroïsme. Idiote, mange toi-même. Merci, je mourrai, tu serais trop heureux. Je vais mettre notre poison dans le trésor. Fourrez-le dans une boîte en fer blanc. L'odeur est envahissante. Paul, jetez cette boule! Ce n'est pas plus dangereux qu'un revolver. Il y en a dans le trésor. C'est la perle du trésor. Oh, cette boule à Gérard et qu'il la jette dans la Seine! Ni toi ni moi n'aimons les atmosphères mesquines. Tenez-vous-le pour dit. C'était un dimanche. C'était un dimanche et il neigeait. Elisabeth était restée au lit tout le jour et elle rêvait que Paul était mort et marchait d'une marche étrange. Elle suivait un chemin appelé chemin bleu parce qu'il aboutissait au chemin de tapis bleu de la grande salle vide. Elle portait une robe de chambre qu'elle ne connaissait pas. Elle gravissait un tertre. Elle passait derrière un des paravents. Et là, elle voyait Paul couché sur le billard. Dans son rêve, le billard se nomme le morne. Alors elle atteint le morne. Elle se penche vers Paul. Sa main gauche touche le marqueur automatique du billard. Et sa main droite se pose sur celle de Paul. Et Paul dit « Écoute, la sonnette des adieux. »
as de la chance, un dimanche. J'avais peur qu'on n'ouvre pas, j'ai encore une clé. Et Paul, je suppose qu'il dort comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu as? il m'a écrit qu'il s'empoisonnerait, qu'il t'éloignait de sa chambre, que j'arriverais trop tard. Il a voulu te faire une farce. Drôle de farce! Paul, réponds-nous! Paul, Lise, ne reste pas immobile, téléphone au docteur. Le médecin est à la campagne. C'est dimanche, il n'y a personne. Cours! Il faut qu'il boive du café chaud. Couvre-les avec ta fourrure. Paul, regarde-moi! Parle-moi! Quoi? Paul, ne me fais pas peur! Parle, explique-moi cette maudite lettre! C'est ta faute, Agathe. Ma faute! Oui, ta faute. Elisabeth t'a menti, je lui avais avoué que je t'aimais. Il faut vivre. Trop tard, Agathe, trop tard. Paul ne boit pas. On dirait que c'est moi qui veux l'empoisonner. Tu en serais capable. Agathe, tu perds la tête. Monstre, sale monstre. Je suis peut-être monstre, mais je ne suis pas une lâche. Je ne voulais pas te perdre. Je déteste Agathe. Je n'admettais pas qu'elle veuille t'enlever de la maison. Elle va tirer, Paul. Elle va tirer. Voilà ce qu'il faut. Voilà, il faut rendre la vie invivable. Il faut dégoûter la vie. Il faut dégoûter le drame et qu'il m'expulse, qu'il ne me supporte plus. Il faut que le drame me crache à la figure. Il faut être laide à faire peur. Elle va le tuer. Elle devient folle. Au secours. Au secours. Non, ma fille, je ne deviens pas folle. Tu te trompes, c'est toi qui deviens folle. Moi, il faut que j'arrive à tenir jusqu'à la fin. Et la fin traîne, je dois la vivre. Ce n'est pas commode. Paul, écoute-moi, regarde-moi. Je sais que tu m'écoutes. Fais un effort. Elisabeth. Ne lâche pas le fil. Quelqu'un est avec moi. Les choses multiplient. Je t'emmène. Arrive, marche et calcule. Ne lâche pas le fil. Avance.